Le problème des rapports entre récits indigènes et contes français est, on le voit, moins simple qu'il ne semblait de prime abord. Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal, le 4 février 2012. Aujourd'hui, je lis Histoire de Lynx de Claude Lévi-Strauss. Mythe indien, conte français. Dans un livre paru en 1942, Dumézil se livra à quelques réflexions qu'il reprit sous une forme un peu différente en 1969, puis en 1985. Elle le montre troublé jusqu'à ces dernières années par une coïncidence. Aussi bien dans les traditions indo-iraniennes que sur la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord, les rites d'initiation des jeunes hommes, au demeurant très semblables, faisaient intervenir un monstre tricéphale. Accor écrivait Dumézil, dont l'explication nous échappe. La cause ne pourrait être en effet que l'invention indépendante ou une diffusion remontant à des temps reculés. Les ressemblances entre des récits de l'Ancien et du Nouveau Monde qui nous ont arrêtés au chapitre précédent sont d'une autre nature. Elles datent d'une époque récente. Leur origine est sans mystère. Au cours du 19e siècle, les voyageurs, comme on les appelait alors, Canadiens employés par la Compagnie de la baie d'Hudson, avaient avec les Indiens des rapports très étroits. Le soir, autour des feux, les voyageurs racontaient probablement en jargon chinook, qui est un genre de mix de toutes sortes de langues amérindiennes, auquel plus tard s'est greffé assez rapidement le français et un petit peu plus tard l'anglais, nombre d'histoires tirées du folklore français. On retrouve le nom Ti-Jean, Petit Jean, d'un héros particulièrement populaire au Canada dans des versions recueillies plus tard de la bouche des conteurs indiens. En Chouchoua, en Épercé, en Kalapuya, en Cri, en Ojibwe, etc. Parmi d'autres idées fécondes, Boas eut celle d'inciter de jeunes chercheurs canadiens à recueillir dans leur campagne les restes d'un folklore français auquel sur place nul ne s'intéressait. La récolte fut fabuleuse. Elle n'offre certainement pas une image figée de ce qu'était le folklore français au XVIIe siècle. Transplanté dans un nouveau sol, il a reçu des apports, subi des influences, il a aussi évolué de son propre chef. Mais sa matière reste bien plus riche que celle qui subsistait dans la mémoire des conteurs français à la même époque. On conçoit que les Indiens aient été séduits par la verve, le merveilleux, les détails pittoresques ou fantastiques de contes qui, sous ces rapports, ne le cédaient en rien au leur, où ils retrouvaient un personnage de héros laid et méprisé qui leur était familier. Ici, Lévi-Strauss dit « qui, sous ces rapports, ne le cédait en rien au leur ». Jean Morissette, dans son ouvrage Amérique, faisait remarquer, ici je vais prendre mes petites notes, faisait remarquer que peut-être Lévi-Strauss n'avait pas bien vu que les Canadiens avaient été eux-mêmes influencés par les légendes amérindiennes et qu'il avait été bonifié en quelque sorte dès le début par les légendes amérindiennes, dont celle des Algonquins en particulier. Morissette aussi, dernièrement, me faisait remarquer qu'il n'avait jamais cessé d'avoir une attirance réciproque entre Canadiens et Amérindiens. Que les Indiennes étaient émues de voir ces hommes habillés comme les leurs, se promenant dans les forêts avec leurs couteaux croches. Et Morissette aussi me faisait remarquer
que les 10 ans après la conquête, la défaite, si on préfère, les Américains avaient proposé à la nouvelle colonie sous domination britannique de devenir le 14e État. Les Canadiens avaient refusé. On a pensé que c'était par fidélité à la couronne britannique, mais en réalité, c'était tout simplement par fidélité à ce qu'ils étaient. Ce qui a fait dire à Lafayette, esclave vous êtes, esclave vous resterez. Alors je poursuis donc cette petite parenthèse. Oh, j'en fais une autre parenthèse concernant Jean Morissette. Jean Morissette, dernièrement, a donné une conférence à l'université devant des étudiants qui étaient attablés, assis devant leurs ordinateurs portatifs, de marque Apple, naturellement, en bon mouton de Panurge, en bon adepte inconscient de la théorie de René Girard sur le mimétisme, théorie qui, on le sait, conduit le mimétisme à la guerre fratricide. La guerre des mêmes contre les mêmes, hein, pour la référence à Matrix. Alors, je poursuis donc la lecture de Claude Lévi-Strauss. On retourne. Voyez, le héros laid et méprisé qui leur était familier. Rien d'étonnant donc s'ils l'attribuèrent à Snaz, après sa victoire sur le vent, celle sur la bête à 7 têtes, la version Shuswap impute à Snaz, encore obscure et moquée pour sa naïveté, les mêmes bévues que celle dont, chez les Thompson, se rend coupable un personnage prénommé Jack, preuve de son extraction européenne. Entre les récits français et les leurs, les Indiens ont vite saisi les ressemblances et ils les ont incorporées dans main de leur propre tradition. Aux personnages de Snaz sont ainsi venus se superposer deux héros du folklore de l'Ancien Monde. L'un, garçon dont on méconnaît d'abord les dons, qui accomplira de hauts faits, appelé en français Petit Jean, l'autre, enfant volé ou trouvé, qu'élève un animal sauvage, comme Snaz le fut par un hibou. En français, Jean de l'Ours. Enfin, l'épisode au cours duquel les frères de Snaz le précipitent ou l'abandonnent dans un gouffre pour s'approprier son ou ses épouses, est pratiquement identique. Ici, on a une référence universitaire que je vais passer, si vous permettez. Selon des leçons françaises, franco-canadiennes et aussi arabes du conte, un aigle consent à remonter le héros du gouffre à condition de recevoir une ration de viande ou de chair que le héros se coupe à même la cuisse. Chaque fois que ses forces faiblissent, le héros du mythe américain doit aussi nourrir Coyote pour que celui-ci, qui le porte sur son dos, court de plus en plus vite. La version Shuswap remplace le vieillard à peau sagneuse par un vieillard couvert de suie, voleur qui se montre ensuite de bons conseils. Cette substitution s'expliquerait si l'on pouvait voir dans ce dernier personnage un reflet du charbonnier ou du ramoneur qui joue un rôle d'importance dans les contes français. Selon une version franco-canadienne, de la bête à 7 têtes, l'imposteur qui prétend avoir tué le monstre et réclame la main de la princesse est un charbonnier. Une version, aussi canadienne, du conte des princesses délivrées du monde souterrain, conduit le héros perdu dans la forêt jusqu'à la hutte d'un petit charbonnier. Le héros échange son manteau contre celui de son hôte qu'il avait sur le dos depuis 50 ans et qui était noir comme le poêle. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être là.
Vous pouvez vous abonner, si mes vidéos vous plaisent, à ma chaîne YouTube, Blalonde 100. Vous pouvez venir me joindre sur ma page Facebook. Je mets toutes sortes de musique, dont du rock'n'roll. Ce matin, j'ai mis quelques chansons, quelques pièces des Sex Pistols. Vous pouvez aussi venir me voir à ma librairie, traverser l'océan, s'il le faut. Le lit voyageur à Côte-des-Neiges. Et vous pouvez même me téléphoner au 514-736-0999. Je vous raconterai une histoire en chinook. Merci et bonne journée.